2024, il y a des gens qui ont vu ça. Il a enfin revolé, ça faisait 17 ans. Vous là-dedans? C'est l'heure de lâcher solo, et ce soir c'est un 100% bombardier d'eau pour pas changer. On va attaquer effectivement une émission qui va parler à 100% de bombardier d'eau, et on va attaquer tout de suite par le plus beau. Et les informations qu'on a depuis la Colombie-Britannique sont bonnes, tout va bien. Je parle évidemment du Martin Mars, et à l'écran vous avez donc le Philippine Mars, qui est donc le dernier des avions de chez Coulson, qui n'a pas encore rejoint de musée, qui va rejoindre le Pima Air Museum du côté de l'Arizona. Il est en cours de préparation du convoyage, puisque le convoyage va bien se faire par le ciel, et il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. N'ayons pas peur des mots, cette semaine. Donc là, ça fait partie des essais, alors pas roulage, mais des essais de navigation de l'avion. Faut faire marcher les moteurs. Faut quand même pas oublier que le Philippine Mars n'avait pas volé depuis 17 ans, depuis 2007, que ses moteurs n'avaient pas tourné. Donc il faut vérifier plein de choses, l'étanchéité de la soute et le fonctionnement des moteurs. Je crois qu'ils ont même été jusqu'à récupérer des moteurs et des hélices sur le Hawaii Mars qui est allé à Victoria. Donc ils ont utilisé des systèmes qui étaient encore avionnés. Et ça a donné ce genre d'image sur le Sprout Lake, donc en Colombie-Britannique, au cours des essais. Donc le Martin Mars a navigué et ils ont eu un petit souci avec un moteur. Alors je ne sais pas s'ils ont été obligés de le changer ou s'ils ont juste eu besoin d'intervenir dessus. La photo est intéressante parce que on voit qu'ils ont une espèce de cahute bien pensée pour intervenir sur les moteurs du Martin Mars. Alors c'est une image qu'on n'avait pas vue depuis 1953. Alors le Philippine aux couleurs US Navy sur l'eau, ça avait été vu il y a quelques années, en 2014, mais il n'avait pas navigué, les moteurs n'avaient pas été mis en route. Donc la dernière fois qu'on a dû voir le Philippine Mars sous ces couleurs-là naviguer tout moteur tournant, ça devait être pour le convoyage, donc c'est 1959 ou 1960. Il a ensuite volé en rouge et blanc, il est très très joli, mais pour les raisons que je vous ai déjà expliquées, il est repassé aux couleurs US Navy, et il y a de fortes chances qu'il reste aux couleurs US Navy jusqu'à la fin des temps au Pima Museum. Sauf si évidemment je gagne au loto et que je deviens super ultra milliardaire et que je le rachète. Et dans ces cas-là, on n'en parle plus, il repassera. Mais je rachèterai le Mars, moi d'abord. Oui, t'as raison. Le plus sympa, c'est le Mars. Oui, t'étais pas loin. Donc ils ont eu un problème moteur et ils l'ont mis à réparer. Il faudra noter que le camion, il doit être d'époque aussi. Et l'avion, là, il est sur ses... Alors, c'est ça aussi qui est intéressant sur cette image, il est sur ses trains de roulage. C'est-à-dire c'est un vrai amphibie, mais comme tout avion amphibie, il y a des moments où il y a besoin de le ramener au sol et il faut le faire rouler, il n'y a pas mieux. Donc le Martin Mars a en fait un système de train amovible qu'on vient lui plaquer sur les flancs du fuselage quand il est dans l'eau. Et puis après, on le tracte, on le remorque et on le sort de l'eau comme ça, comme un bateau. Quand vous avez votre bateau sur votre remorque, c'est un petit peu le même principe. Et donc, mardi 3 décembre 2024, il y a des gens qui ont vu ça. Il a enfin revolé. Ça faisait 17 ans que la machine n'avait pas repris l'air et surtout ne l'avait pas pris sous ces couleurs-là. Il y avait une météo abominable, visiblement un plafond très très bas. Le vol n'a pas duré énormément, mais il a volé. Ouais, ça leur a fait de l'effet de voir voler un Martin Mars. Je pense que si j'avais été à leur place, ma réaction aurait été peut-être encore plus volubile. Ou alors vous auriez entendu un clac, c'était le Nikon qui aurait été en fonctionnement à fond, en mode rafale. Bon voilà, oui, donc l'engin a volé. Et c'est quand même une superbe nouvelle. Par contre, on ne sait toujours pas quand est-ce que le
convoyage va avoir lieu. Il y a eu des dates de données, mais bon, il faut un permis de to fly, il faut toute une organisation. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres vols du côté de Sprout Lake en attendant? Je ne sais pas. Beaucoup de gens pensent que ça va se faire avant la fin de l'année. De toute façon, visiblement, il y a une date butoir. Et ça, c'est une information qui a filtré seulement cette semaine. Visiblement, la base d'hydravion de Coulson, donc sur le bord du Sprout Lake, n'était pas une propriété Coulson. C'était une location très longue durée pour, à l'époque, l'entreprise forestière qui exploitait les avions pour défendre effectivement son gagne-pain. Le bail va arriver à expiration, il ne sera pas renouvelé puisqu'il n'y a plus besoin. Donc il faut dégager l'avion, le dernier avion rapidement. Il faudra aussi ensuite dégager tout le matériel qui reste. Et notamment, il y a le nez du 7e ou du 8e Martin Mars construit qui n'a jamais été terminé, mais qui avait été mis dans le lot d'acquisition des 4 Martin Mars en 1960, qui a été restauré depuis, qui fera une belle pièce de musée. Et faut tout déménager, faut tout dégager. Après, qu'est-ce qui va se passer? On parle de peut-être, comme il y a une route, il y aura peut-être des habitations qui viendront s'installer là. Et oui, mais il n'y aura plus d'hydravion. Et ce sera bien triste. Mais bon, c'est comme ça. Fin de l'histoire, en tout cas pour les 2 Martin Mars bombardiers d'eau. Mais le dernier voyage risque d'être vraiment spectaculaire. On aura des belles images à San Francisco, à San Diego. Ça va être une belle histoire. Et on la suivra encore avec plaisir. Voilà, ça, c'est quand même... La photo est pas extraordinaire, mais enfin, de voir voler cet engin-là, c'est quand même un dinosaure en vol, c'est un truc dingue. L'autre news de la semaine, c'est ça, le Dash 8 existe aussi en vert. Voilà, un nouveau Dash 8 bombardier d'eau qui se prépare. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais annoncé en début d'année. Le contrat avait fait l'objet d'une annonce. La province de la Saskatchewan, qui est une province du centre du Canada, donc entre le Manitoba et l'Alberta, petite province, mais qui a beaucoup de forêts et donc a des énormes problèmes de feux de forêt, a investi la modique somme de 187 millions de dollars canadiens, donc 126 millions d'euros, pour l'acquisition de 4 Dash 8 d'occasion auprès de Conair modifiés bombardiers d'eau. Il y aura 2 Q400 AT, et celui-ci est le premier, et 2 Q400 MRE équivalents aux avions qui ont été achetés par la France à partir de 2017. Alors, cette photo a été prise à Regina, qui est la capitale de la Saskatchewan. L'avion était en convoyage entre la côte est du Canada et Abbotsford, où se trouvent les entreprises Conair, et c'est chez Conair qui va être doté de sa soute. Je pense que l'avion a dû être débarrassé de tout son équipement passager. C'est un avion qui avait volé chez Air Berlin et chez Eurowings avant d'être arrêté de vol, d'être stocké, je crois qu'il était stocké en Grande-Bretagne, mais je n'ai pas vérifié, ou en Allemagne. Il était convoyé au Canada, il a été débarrassé sans doute de tout son équipement, siège, etc., pour ne garder qu'une coquille vide. Et là, il va chez Conair à Abbotsford pour être équipé de sa soute qui viendra donc en ventral ici, comme sur tous les Dash 8. Et donc voilà, il a fait escale à Regina. C'est les premières photos donc de ces avions avec une décoration verte, ce qui prouve qu'on n'est pas obligé de toujours rester dans le jaune quand on fait des bombardiers d'eau. Et là, on voit, donc pour différencier les MRE des AT, ça va être très compliqué. Heureusement, c'est marqué juste en amont de la soute. Maintenant, donc, il est arrivé à Abbotsford. Il faut, je crois, 75 jours de chantier pour l'équiper de sa soute, quelques vols d'essai. Voilà, il sera sans doute opérationnel pour la saison à venir. Ce sera qu'en mai-juin, oui, sans problème. Et reste à savoir à quel moment arrivera le second, parce que le contrat s'étale sur quelques mois. Hein. Ils n'ont pas commandé les 4 avions d'un seul bloc, ils vont être livrés progressivement. Ces avions vont venir remplacer ceci. Alors ça, c'est un Convair 580. Donc à la base, c'est un avion régional des années 50 à moteur à piston qui ont été modernisés avec des turbines. Alors ce sont des Allison 501 D22. En fait, c'est des dérivés des turbines T56 qu'on retrouve sur les C-130 Hercule, et qui ont été modifiés pour la lutte contre les feux de forêt il y a une vingtaine d'années et qui rendent de bons services. C'est un avion qui est relativement moderne au niveau de son équipement parce que c'est une soute constant flow de quasiment 8000 litres. Donc ça fait un petit bombardier d'eau bimoteur, mais avec une capacité d'emport qui est quand même très sensible. C'est des machines qui ont été utilisées notamment chez Conair, et donc
machines modifiées par Conair, mais exploitées au Saskatchewan. Ils en ont 4. Et ils vont, c'est des avions qui vont arrêter leur carrière quand le dernier Dash 8 arrivera, comme c'était le cas avec Conair, où les Convair 580 ont été arrêtés de vol quand Conair a eu assez de Dash 8 pour assurer l'ensemble de ses missions. Alors, Franck, mais 651 900 km², petite province. C'est plus que la France et les dom-toms compris. Alors, oui, c'est une petite province à l'échelle canadienne, parce que le pays est immense, mais c'est vrai que par rapport à la France, ça fait une surface à défendre qui est assez importante. C'est une province qui est relativement peu peuplée, avec surtout, elle est assez étroite finalement, elle est plus orientée nord-sud que est-ouest. Et vraiment, elle est couverte de forêts et il y a très peu de villes. Il y a La Ronge, il y a Saskatoon. J'adore le nom de cette ville. Je trouve que ça fait dessin animé, mais et toutes ces villes ont des bases de bombardiers d'eau. Et l'aviation de lutte contre les feux de forêt de la Saskatchewan ont utilisé, par exemple, jusqu'au milieu des années 2010, alors je ne sais plus si c'est en 2012 ou en 2014, ils avaient encore des trackers et des Firecat, surtout en version Firecat, avec les moteurs à piston. Ils les ont arrêtés à ce moment-là. Ils ont des CL215T, donc ils ont aussi des Canadair. Donc Canadair plus Dash 8, moi ça me rappelle des trucs, surtout pour une boîte pour un État qui a utilisé aussi des Firecat. C'est très amusant tout ça. Et vous me direz, et le 580 le 580, il y en a eu aussi en France. Ça, c'est une photo d'un camarade spotter, Bruno Faure, que j'avais utilisé dans mon tout premier livre en 2007, pendant la saison 2003, qui en France avait été très tendue, un petit peu comme 2022. La France avait demandé des renforts et Conair avait envoyé un Convair 580 en renfort à Marseille. Derrière, on voit les hangars Boussillon. Et puis, pour assurer la saison 2004, il y a eu un contrat de location qui avait été émis, l'avion était revenu, donc le Tanker 52. Mais en 2004, il avait relativement peu volé. Donc c'est un avion qu'on a vu sous nos latitudes il y a quelques années. Maintenant, donc c'est un avion qui est un peu connu. Donc voilà, l'aviation de la Saskatchewan, elle ressemble un petit peu à la nôtre quelque part. Donc c'est toujours amusant de le noter. Donc ils vont avoir de beaux Dash 8 tout neufs. Ils ont des CL215T qui visiblement marchent bien et puis font du bon boulot. Donc en tout cas, et alors c'est surtout notable dans le sens où le Dash 8 est quand même en train de devenir un petit peu le best-seller du moment parce que Conair en utilise beaucoup, la France en a 8, la compagnie Aerofleet, qui est en fait la filiale américaine de Conair, en utilise aussi en exploitation. Et puis là, on a la Saskatchewan qui se laisse séduire à son tour. C'est intéressant, c'est un bon développement, hein. Et puis surtout, on sait que Conair a investi lourdement dans beaucoup de Q400 et ils ont de quoi faire des offres à des opérateurs qui seraient intéressés par un bombardier d'eau de bonne capacité et plutôt opérationnel. La grosse nouvelle, c'est quand même une info qui me paraît importante, vu les noms qui sont prononcés à cette occasion-là. La société Neptune Aviation, qui est basée à Missoula, dont on a parlé la semaine dernière justement sur ses BE 146 et sur ses anciens P2 Neptune, a annoncé cette semaine avoir signé un agrément avec une société française qui s'appelle Aérotech et Design, qui est une société toulousaine. Alors c'est une société qui est peu connue mais qui est quand même très active, dont la vocation est d'assurer la transformation d'appareils standards en appareils de mission particulière. Si on veut caricaturer, on dira que c'est des gens qui savent faire des trous dans les avions et surtout qui ont les agréments technologiques pour le faire. Et notamment, ils sont Part 145, qui est un agrément officiel qui leur permet d'intervenir notamment sur la structure des avions. Et donc cette société a signé un accord avec la société Neptune Aviation pour fournir à l'échéance 2027 une nouvelle génération de tankers à cette société et ils ont fait le choix, et c'est là où c'est quand même assez extraordinaire, de l'Airbus A319. On savait depuis quelques mois que Neptune était intéressé par l'Airbus A319, un peu comme Coulson s'est intéressé au Boeing 737.
Sauf que bon, bah, Coulson, il y avait des avions un peu anciens à remplacer, et puis surtout à développer. Là, Neptune utilise sa flotte de BAE 146 depuis 2011. Donc ça fait moins de 15 ans que les avions sont réellement en service, mais ils anticipent déjà la succession. On va voir pourquoi. Il y a des raisons réellement précises et cohérentes pour ça. Le choix de l'Airbus A319, il n'est pas anodin. L'Airbus A319, c'est pas n'importe quel avion. Donc, on va passer le reste de l'émission à développer cette histoire de succession du BE 146. On va parler un petit peu de l'Airbus A319, on va voir s'il est compatible avec la mission, mais là, visiblement, voilà. Et puis, on va parler un petit peu de l'évolution du BE 146 et de ses cousins dans les feux de forêt, pour s'apercevoir qu'en fait, c'est un avion qui a battu en brèche tout un tas d'idées reçues, mais qui n'est pas un avion exempt de défauts. Du coup, on n'a toujours pas trouvé d'utilité au 318. Alors, on va être très clair, ils ont choisi le 319 parce qu'avec 1500 avions construits, il y a de la pièce détachée, il y a un soutien constructeur, il y a des avions qui commencent à être retirés du service. C'est un avion sur lequel, sur le marché de l'occasion, il n'y a pas une pression énorme. Le 318 pourrait très bien faire un tanker aussi. Il pourrait, à mon avis, emmener à peu près autant. Simplement, je crois qu'il y en a beaucoup moins de construits, donc c'est moins intéressant d'opter pour le 318. Ils auraient pu opter pour la 320, mais globalement, vu les missions, vu les capacités d'emport qu'ils cherchent, le 319 marche très bien. Mais ça ne va pas se faire de façon totalement évidente. Première information importante, Aerotech est aussi le partenaire de Kepler sur le projet KE-72, donc l'ATR-72 modifié bombardier d'eau. Ça veut dire que c'est une société qui est en train de développer une compétence sur la transformation des avions en bombardiers d'eau. Elles ont deux clients distincts sur des projets distincts qui sont le KE-72 et l'Airbus A319 pour Neptune Aviation. Ça veut dire que dans les années qui viennent, Aerotech va être un intermédiaire essentiel pour un grand nombre de projets. La boîte, elle est basée à Toulouse. C'est sûr que basée à Toulouse, pour aller bosser sur des 319, sachant qu'il y a quand même le constructeur qui est juste à côté, ça va aider un certain nombre de transitions. Même si, soyons très clairs là-dessus, Airbus n'est pas impliqué dans le sujet, parce que, alors, ils vont être impliqués, mais indirectement. C'est-à-dire que Aerotech et Neptune vont s'adresser à Airbus pour avoir des informations sur les avions, pour savoir comment on fait ci, comment on fait ça. Airbus va être un fournisseur de pièces détachées pour les deux entités au moment de la transformation des avions et au moment de leur exploitation. Mais à aucun moment, Airbus n'entre en ligne de compte dans ce qui est un projet entre Aerotech et Neptune. En fait, il va y avoir un STC de développer, c'est-à-dire un Supplemental Certificate Type, en fait, qui est un addenda au certificat de type, qui va permettre d'introduire une modification sur l'avion substantielle, sans avoir à recertifier tout l'avion. Alors ici, vous avez Johan Clocher, qui est le PDG d'Aerotech, et vous avez Jennifer Jawthorne, qui est la PDG de Neptune Aviation. Alors, Johan Clocher est ingénieur aéronautique, et il est chez Aerotech depuis un moment, visiblement. Et Jennifer, elle a commencé sa carrière il y a 25 ans chez Boeing. Elle est rentrée... alors, elle a toujours été attirée par les avions et dans une famille où l'aviation, c'est quelque chose d'assez courant. Je pense qu'elle a volé assez tôt. Mais elle est rentrée comme administrative aux essais en vol de Boeing. Après, elle est rentrée chez Neptune, plutôt au service comptable. Ensuite, elle est devenue l'assistante du président de Neptune Aviation. Elle est devenue PDG de North Star Jet, qui est en fait la filiale charter aviation d'affaires de Neptune Aviation. Elle est revenue chez Neptune en tant que vice-présidente, et donc depuis quelques années, elle est la présidente, la PDG de l'entreprise et du groupe. Donc elle est dans l'aéro depuis très longtemps, donc elle sait de quoi on parle. Ces gens-là viennent de signer, de faire le choix de l'Airbus A319. Alors l'A319, voilà, un petit diagramme que j'ai piqué à une compagnie aérienne qu'on ne citera pas. Je crois que c'est Egyptair qui a ça dans ses cours pour expliquer la différence entre l'A318 et l'A319, l'A320 et l'A321. En fait, vous avez la version de base qui est la 320 qui est ici. Vous avez la version 319 qui est la version un petit peu raccourcie, la 318 qui est très très raccourcie, puis surtout la 321 qui est très très rallongée. À se demander si un jour on verra pas arriver un 322, sachant que les deux appareils et les deux versions qui se sont vendues le plus sont celles-ci.
C'est vraiment là, là vous avez 2 best-sellers parce que le carnet de commandes de la 321, c'est 5 ou 6 000 appareils encore à livrer. Je me demande si la 321 va pas se vendre au final plus que la 320. C'est surtout avec les versions long range qui arrivent, ça vraiment, ça assure. Airbus, ils ont encore pour plus de 10 ans de production en cours, en catalogue, là, signé, et des commandes qui tombent toutes les semaines. Par contre, évidemment, le 319, qui est plus court, c'est quand même pas si mal vendu que ça, parce que 1500 exemplaires, c'est quand même pas mal. Depuis 1995 à peu près, donc c'est des avions qui sont pas, pour les plus anciens, qui sont pas si vieux que ça. Oui, oui, qui ont 30 ans quand même, oui. Mais qui, je crois que enfin, qui est plus ou moins toujours au catalogue, donc en version Néo. Je pense que Neptune est plus intéressé par des versions classiques. C'est cette version-là qui va passer bombardier d'eau. Sur le choix de cet appareil, Neptune a communiqué un certain nombre de points. Donc, dans le communiqué de presse, il y a c'est l'avion idéal, c'est l'avion qu'il nous faut. Ça, dans tous les communiqués de presse, vous allez le trouver. Mais il y a eu quelques chiffres qui ont été transmis qui sont intéressants, c'est-à-dire que la 319 leur permettrait d'avoir une capacité d'emport de 4500 gallons US, c'est-à-dire une capacité d'emport de 17 tonnes. 17 tonnes, c'est l'équivalent des C-130 avec la rade XL chez Coulson. C'est plus que les 737 de Coulson. C'est donc une capacité d'emport qui est nettement supérieure aux 3000 gallons 11 000 litres de sang des BAE 146. En termes de modification, il y a eu très peu d'informations non plus. Ceci dit, Neptune a dit qu'ils allaient garder la pressurisation, c'est-à-dire que l'avion va continuer à pouvoir être opéré sur des vols longue distance, par exemple pour des convoyages. On pense par exemple, Neptune n'a pas de contrat par exemple avec l'Australie, mais il y a souvent des avions qui l'hiver vont aller combattre des feux en Australie. Je crois que Neptune a envoyé des BE 146 au Chili aussi à une époque. Donc là, pour faire les convoyages, monter en altitude, c'est quand même beaucoup plus pratique. Avoir un avion pressurisé, c'est quand même mieux. Alors, Ben Moll, source Wikipédia, commande A320 Neo 4044 exemplaires, A321 Neo 6787. Voilà, c'est bien ce que je dis, la 321 à terme pourrait se vendre plus que la 320. Évidemment, quand vous allongez l'avion, gagnez de l'argent. Enfin, il faut pouvoir le faire. Et puis, il faut pouvoir le produire, parce qu'en ce moment, la supply chain, ça a l'air d'être compliqué pour vraiment beaucoup de monde. Donc, bon, ici, petite photo de la 319 aux couleurs d'Air France, puisque Air France en a, et j'ai volé dessus aussi. C'est un avion qui a une bonne allure, simplement 4500 gallons, 17 tonnes d'emport, avec 2 réacteurs, ça peut le faire, tout comme le Boeing 737 chez Coulson, ça marche visiblement pas mal, à condition de faire attention au relief. La clé, c'est que le système de soute n'a pas été encore annoncé. On le voit, comme tous ces avions, comme le BAE 146, comme le RJ, comme le Boeing, comme le 747, la position du train d'atterrissage empêcherait peut-être de faire une soute ventrale. Ceci dit, la hauteur sous train d'atterrissage, la marge est un tout petit peu plus élevée que sur le Boeing, donc une soute ventrale franchement, n'est pas à exclure. Après, à voir si ce ne sera pas plutôt une soute interne avec un système de déversement arrière ou de largage gravitationnel, par gravité ou pressurisé. Ça, pour l'instant, il y a des rumeurs, donc je ne rentre pas dans ce domaine-là. J'ai eu des éléments, mais ils ne sont pas confirmés, donc on ne peut pas communiquer dessus. Mais enfin, bon, pour l'instant, tout est encore un petit peu possible. Neptune doit aussi confirmer dans les 30 jours la sous-version de la 319 qu'ils vont choisir, parce que ça va dépendre de la motorisation. Il y a plusieurs motorisations sur l'Airbus A319, donc il faut qu'ils en sélectionnent une. Ils sont en ce moment à ce niveau-là de réflexion. Mais le choix de la 319 est fait. Et ils ont annoncé aussi un calendrier, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un prototype en modification dès l'année prochaine. Et des essais en vol, des démonstrations en 2026 pour une entrée en service en 2027. Et au fur et à mesure de la transformation des Airbus, donc ils visent une quinzaine d'appareils, les BAE 146 vont être dégagés.
À voir s'ils seront dégagés et mis à la ferraille ou si des entreprises pourraient pas être intéressées par ces avions, alors qu'ils sont là clairement vieillissants. Les avions qui sont en service chez Neptune, les BAE 146, ils ont entre 38 et 33 ans. Donc c'est quand même des avions qui commencent à avoir de la bouteille, qui ont été utilisés assez intensément du temps de leur exploitation commerciale. Je rappelle que les contrats de l'US Forest Service, c'est 250 heures de vol par saison. Un avion de ligne chez Air France, c'est ce qu'il fait par mois, hein, je pense quelque chose comme ça. Donc vous voyez que l'intensité de l'utilisation n'est pas la même. Alors les vols n'ont pas le même profil, n'ont pas la même intensité non plus, mais on est dans des proportions qui ne sont pas si exagérées que ça. Donc ce sont des avions qui vieillissent, et surtout des avions qui sont plus produits depuis au moins 30 ans maintenant. Donc c'est des problèmes d'approvisionnement en pièces détachées, c'est un soutien constructeur et réglementaire qui commence à être compliqué, même s'il y a des boîtes qui sont capables de fournir des pièces. Et puis surtout le BAE 146 a un énorme défaut, et on va en reparler juste après. Parce que le BAE 146 chez Neptune, c'est pas un avion qui est arrivé si récemment que ça. Les premiers essais en vol des Neptunes de chez Neptune, c'est 2011, et l'entrée en service, c'est 2012. Alors, petit rappel historique, à cette période-là, l'US Forest Service a dégagé les P3 Orion de chez Aero Union, et donc il se retrouve avec simplement quelques P2 Neptune en contrats fédéraux. Je crois qu'ils sont tombés à un moment à 9 Neptunes, et c'est tout ce qu'il y avait pour défendre tous les USA, en termes de flotte fédérale. Donc à ce moment-là, Neptune, qui avait commencé à travailler sur le sujet depuis un moment, arrive avec son BAE 146, avec un système de largage qui marchait à peu près. Donc ils ont eu rapidement un premier contrat pour leur tanker, ça devait être le tanker 10 qui est là, ou à moins que ce soit le tanker 01, je me souviens plus duquel était le premier à entrer en service. Et c'est allé très vite parce qu'entre 2012 et 2016-17, ils ont transformé quasiment une dizaine de BAE 146 en tanker, ce qui leur a permis de dégager les derniers P2 Neptune. Et ici, vous avez une photo qui est prise à Missoula. Je crois que c'est le défilé de fin de saison 2015, une des dernières des P2 Neptune. Si vous regardez bien l'image, ici, vous avez un avion dont on a parlé la semaine dernière. C'est le fameux musée Mountain Flying, et donc on est bien à Missoula, la base de Neptune Aviation dans le Montana. Le P2 Neptune Tanker 07 et BAE 146 Tanker 10. Alors, cette photo intéressante, mais on en reviendra. On reviendra dessus juste après. On voit que le système de largage du BAE 146 façon Neptune, eh bien vous avez 2 buses à l'avant et 3 buses à l'arrière, ce qui permet d'avoir un largage homogène autour du centre de gravité et d'éviter des problèmes de centrage, sachant que en fait c'est une soute centrale qui déverse par l'avant et par l'arrière. Il n'y a qu'une seule soute, mais simplement il y a plusieurs sorties. Et ce sont des buses, hein, ce ne sont pas des portes, alors c'est des buses à clapper. Le largage se fait par gravité. Ça ressemble au système qui était utilisé sur le 747 Supertanker, mais en fait, non. Il n'y a pas de pressurisation autre que la pressurisation naturelle de l'avion, puisque les avions restent pressurisés. Et c'est un largage par gravité, par des buses. Bon, elles font, comme pour le 747, une vingtaine de centimètres de diamètre chacune. On les verra mieux sur une autre photo un petit peu plus loin. En fait, le BAE 146, il y a longtemps qu'on en parlait comme bombardier d'eau. Les premières rumeurs autour de la transformation des BAE 146, c'est 2002, 2003, 2004, dans ces années-là, à la suite des fameux problèmes des C-130 et des privatières qui ont été interdits, qui ont entraîné aussi l'interdiction de vol de contrat des DC-4, des DC-6 aussi au sein de l'US Forest Service, donc en 2004. Toutes ces compagnies-là se sont dit, il nous faut une nouvelle génération de tankers. Et à ce moment-là, le BAE 146 commençait à déserter un petit peu les compagnies passagers, et on avait des avions qui étaient convertis notamment en cargo. Ça veut dire que l'avion d'occasion commence à se trouver un petit peu moins cher, et c'est à ce moment-là qu'il faut en acheter pour les transformer en bombardiers d'eau. Cette photo-là est extrêmement intéressante parce qu'elle est prise en Écosse, en 2004, je crois. C'est un BAE 146 qui relevait d'une compagnie qui s'appelle Tronos, qui est un petit peu comme Aerotech, une espèce de compagnie sous-traitante, un peu spécialiste du BAE 146. Et cette compagnie, Tronos, était en lien avec une compagnie américaine qui s'appelait Minden.
Minden, c'est du nom de la ville et de l'aéroport de Minden qui se trouve dans le Nevada. C'est un bled qui est à mi-chemin entre Reno et Las Vegas, où se trouvait une compagnie qui s'appelait Minden Air Service, qui exploitait pour l'US Forest Service un certain nombre d'avions, donc des P2 Neptune aussi. Cette compagnie avait notamment deux P2, le Tanker 55 et le Tanker 48. Et ils se rendaient compte très vite dans les années 2000 que leur Neptune, bah, ils arrivaient au bout, dans les 10 ans, il fallait les changer. Et Minden s'est intéressé très tôt, dès 2004, au BE 146. Ils en ont acheté deux. Ils ont commencé la transformation en bombardier d'eau. Mais avant, il fallait faire des tests. Et donc, ce test a été fait par Tronos en Écosse, de comportement de l'avion en basse altitude sur des passes de largage, de simulation de largage sur feu. Et donc c'est une photo qui a été faite à cette occasion-là. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'avion a les volets sortis, effectivement ça condense un petit peu, et qu'il a aussi un truc qui est très très intéressant et très pratique, c'est cet aérofrein-là, qui freine vraiment l'avion et qui modifie assez peu l'incidence de l'appareil, et qui fait que bah voilà, on peut faire des passes de largage, aérofrein sorti. Donc on maintient les gaz à une certaine puissance, on sort les volets, on a l'incidence qui va bien, et on régule la vitesse avec les aérofreins. Et s'il y a besoin de repartir, eh ben on referme les aérofreins et on met les gaz et ça remonte très très vite. Donc l'avion, en termes de comportement à basse altitude, il n'y a pas eu de souci. Et par contre, la position du train d'atterrissage a fait que ça a été très compliqué d'installer des soutes sur ces appareils-là. Alors Minden a bossé sur un avion qui s'est appelé le Tanker 46. Mais comme c'est une toute petite boîte, elle s'est retrouvée à court d'argent assez vite. Elle a eu du mal à faire aboutir son projet. Le Tanker 46, il fait son premier largage en 2014. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, en 2014, Neptune Aviation avait déjà un BAE 146 en service, peut-être même plusieurs d'ailleurs, avec l'US Forest Service. C'est-à-dire que l'entreprise Minden, qui est en fait la pionnière sur le BAE 146, était une société dont les finances étaient trop faibles pour développer le projet, même avec Tronos, parce que Tronos le fait, mais il faut payer Tronos. Et en fait, ils se sont fait griller la priorité par Neptune, qui était un groupe un petit peu plus puissant et qui a fait d'autres choix opérationnels pour le système de largage. Ça, c'est la photo du tout premier largage du BAE 146 Tanker 46 de chez Minden, donc en 2014. Et en fait, pour Minden, c'était déjà la fin et je vais vous montrer en vidéo pourquoi. En fait, c'est le test des pots de yaourt. Ici, vous avez des piquets avec un bol. Alors, c'est toujours les mêmes bols. Il n'y a pas beaucoup dans la soute. Non, là, c'était un petit largage. Je pense que c'est un largage test. Mais ça emmène 3000 gallons, dont 12 000 litres, hein, les BAE 146. Donc le test des pots de yaourt, vous prenez un champ, vous plantez tous les 3 mètres, 2 mètres, un piquet avec un bol. Les bols font la même contenance. À intervalles réguliers, vous faites passer le bombardier d'eau dessus. Et puis après, vous relevez la quantité de retardant ou d'eau qu'il y a dans chaque bol, ce qui vous permet de dessiner la forme du largage de l'aéronef et vous en déduisez son efficacité. Parce que ce qui est important, c'est effectivement le nombre de litres au mètre carré que vous allez pouvoir déverser. Alors vous faites ça par vent nul, par vent fort, basse altitude, très basse altitude, moyenne altitude. Donc vous faites tourner l'avion régulièrement. Voilà, ça c'est le premier largage du Tanker 46 de Minden. Mais Minden ne va pas arriver du tout à aboutir parce que en 2012, il leur est arrivé ceci. Ici, vous avez le P2 Neptune Tanker 55 à l'atterrissage et vous remarquez qu'en fait, il a un problème de train d'atterrissage. Le train gauche n'est pas sorti. Ils ont orbité un certain moment pour essayer de sortir en secours. Le train n'est jamais sorti. Donc à un moment, il fallait quand même prendre la décision de se poser. L'avion revenait d'une mission feu de forêt, avait largué sur un feu pas très loin de Minden. Et c'est au retour, de retour à Minden pour recharger les soutes, qu'il a eu ce problème de train d'atterrissage. Donc on voit que l'avion s'affaisse sur la gauche, ce qui est très logique, et hop, il part en cheval de bois. L'avion s'arrête. Alors le moteur côté gauche est évidemment arrêté par la force des choses, et puis le droit continue à tourner un petit peu, mais il est vite arrêté par l'équipage, qui ensuite, en 10-20 secondes, va sortir. 0 blessé.
Alors on note qu'il y a un aircrane qui tourne autour. Alors j'ai jamais su si le aircrane n'avait pas été mis en alerte au cas où il aurait fallu arroser rapidement le P2 ou alors s'il était en train de partir directement sur le feu qui était en train de brûler. Mais l'autre information qui est importante, c'est que le Tanker 55, les dommages qui ont été causés à l'avion ont fait que l'avion était économiquement irréparable et donc l'avion n'a plus jamais volé. Là, on est le 2 ou le 3 juin 2012. C'est le même jour où Neptune a perdu le T11. Et là, il y a eu 2 morts. En fait, ce jour-là, il y a eu 2 crashs de Neptune. Ce qui a fait que pour l'US Forest Service, 2 avions en moins le même jour. Le 55, pas de blessés, mais un avion fin de carrière. Et le T11 de Neptune, fin de carrière aussi, mais aussi pour son équipage. C'est dire si c'était au début des années 2010, c'était important de mettre à jour rapidement une nouvelle génération de tankers. Et donc de bosser à fond sur le BAE 146. Sauf que Minden, du coup, n'a plus qu'un seul avion en service, le Tanker 48, et 2 ans plus tard, en 2014, à Fresno, en Californie, le Tanker 48 a un problème de train d'atterrissage ou de frein, sort de piste. Non, je crois que c'est le train avant qui s'est refermé à l'atterrissage. Et l'avion, pareil, cassé, équipage sauf, mais avion, fin de carrière. Il a été broyé à Fresno 2 ans plus tard, ce qui est un peu dommage parce que l'avion, en fait, avait subi des dégâts, mais ça pouvait en faire une restauration statique tout à fait acceptable. Et en fait, donc le Tanker 46 et l'autre avion qui avait été acheté par Minden en deuxième avion, pièces détachées, enfin tout ce que vous voulez, et ben la boîte, après le crash du 48, la boîte cesse son activité, a plus de sous, et les 2 avions sont abandonnés. Alors, ils sont abandonnés dans un premier temps à côté du hangar de Minden. Et puis, il y a quelques années, là, juste après le confinement, ils ont été poussés jusqu'au coin sud de l'aéroport de Minden. On les voit très bien sur Google Earth. Et les avions vont être abandonnés. Ils sont abandonnés et ils ne revoleront jamais. Ils sont en train de pourrir tout simplement. Jusqu'au jour où l'opérateur de l'aérodrome aura besoin de la place et passera un coup de bulldozer dessus. C'est pas les seuls à avoir connu, Minden n'est pas les seuls à avoir connu un semi-échec sur les bombardiers d'eau. Il y a une autre compagnie qui s'est intéressée au 146, c'est la compagnie Airspray qui est une compagnie canadienne mais qui a aussi une filiale aux États-Unis, qui exploite des Lockheed Electra. T'en parlais dans ton commentaire. Très doux, oui, très bien géré. Oui, l'atterrissage du Tanker 55, il a été très bien géré. De toute façon, l'équipage est sorti à pied. Il n'y a même pas eu hospitalisation. Il y a vraiment très très bien géré, mais l'avion est mort. Donc comme l'Electra de Buffalo Airways, effectivement, je crois qu'ils avaient eu un problème aussi de cet ordre-là. Rétrospectivement, il y avait un autre moyen d'atterrir pour qu'ils aient moins de dégâts ou pas? Non, aucun autre. C'est la seule solution. Quand tu as un train qui refuse de sortir, que tu n'arrives pas à le sortir en secours, à un moment, tu te poses. Alors, tu te poses en inclinant un petit peu à droite si ton moteur à gauche, de façon à ce qu'au moment où il s'incline, tu aies le moins de vitesse possible. Mais de toute façon, tu termines en toupie, quoi qu'il arrive, dans la plupart des cas. Alors, il y a le cas où c'est la roulette avant. Par exemple, quand c'est la roulette avant, tu te poses sur ton train normal et puis tu laisses descendre la vitesse et puis hop. Voilà, et c'est là que tu fais. Mais de toute façon, tu as toujours des dégâts. Ceci dit, des avions qui se posent sur le ventre et qui revolent derrière, il y en a plein. Le T-15, par exemple, le Tracker T-15 qui vole à Albert, au cours de sa carrière, le 11 septembre 2001, il s'est posé train rentré à Cannes. Il a revolé. Si on le pose proprement, ça se passe bien. Le choix, c'est est-ce qu'on essaye de tout rentrer ou est-ce que ça se pose comme ça? Des fois, tout rentrer est une bonne solution parce que ça fait moins de dégâts, l'avion est moins déséquilibré. Tu dois refaire tout le ventre de l'avion et parfois les moteurs, mais c'est des choix. Et piloter, c'est faire des choix. Donc là, sur le T-55, visiblement, ils sont pas arrivés à recycler le truc et ils ont fait le choix de se poser comme ça. Mais peut-être aussi il y avait un problème de carburant aussi. Peut-être qu'ils est arrivé au bout. À force de tourner, il y a un moment où il faut se poser, quoi. Donc la société Airspray s'est aussi intéressée au 146. Alors là, c'est une photo qui est prise en 2014. Eux aussi ont acheté des BAE 146 parce qu'on les trouvait à pas cher.
Et eux aussi ont cherché à modifier le 146 en bombardier d'eau. Alors, si on voit sur Minden, sur l'avion de Minden, on voit que les trappes de largage sont en amont du train d'atterrissage. Donc c'est un système de porte. Et on va le voir sur le projet Airspray, qu'on a vu voler et qu'on a vu larguer en 2018 à Sacramento. Eux ont fait le choix d'un système de largage constant flow à porte en arrière du train d'atterrissage. Évidemment, ce train d'atterrissage gêne tout le monde. Et puis ben, là, on peut percer visiblement, et ils ont percé. Pour des raisons que je ne connais pas, que je ne comprends pas, puis c'est vrai que j'ai pas repris contact avec les gens qu'on avait rencontrés chez Airspray, mais le tanker 170 que vous voyez là, ben, il n'a jamais fait que des largages de démonstration. Comme le dit Franck, qui était présent ce jour-là à Sacramento avec moi et Cyril. Une des plus jolies peintures qu'on ait vues sur un tanker, ouais, c'est sûr que celle-là, elle est particulière et très jolie. Bah, en fait, c'est de la végétation, hein. Le vert, c'est une photo. C'est une photo qui est reproduite sur l'arrière de l'avion. Il n'est jamais rentré en service, ils n'ont jamais eu de contrat, et pour des raisons que je ne connais pas. Et c'est pour ça que j'aimerais bien retourner en Californie, retourner à Chico, discuter avec eux, parce que le bot existe toujours, donc voilà. Eux aussi, comme Minden, ont connu un échec sur le BAE 146, ne sont pas arrivés au bout de leur projet. Eux ont des Lockheed Electra qui sont encore moins jeunes que les 146, qu'il va falloir remplacer un de ces quatre. Est-ce que le fait de libérer des 146 chez Neptune pourrait intéresser Airspray? Ça, c'est une vraie question. Je pense que leur système de largage devait être moins efficace que le Neptune et le Conner. Et c'est peut-être ça la clé de l'énigme. Mais ceci dit, il fait un beau trait, il a l'air quand même très régulier, sauf que bah, ça part vers l'arrière. Est-ce que ça posait des problèmes de centrage avec l'avion? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une autre solution, c'est celle qui a été choisie par Conner, qui 2 ans après Neptune annonce qu'eux aussi s'intéressent au BAE 146, mais dans sa version la plus moderne, donc le RJ85. Nouvelle avionique, je crois que la motorisation évolue avec une nouvelle version des réacteurs. Et eux font le choix, et c'est un choix qui est remarquable et qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait le choix d'une soute externe qui englobe le train d'atterrissage et qui permet l'ouverture du train d'atterrissage. Et là, effectivement, ils ont résolu tout un tas de problèmes grâce à ce système. Alors, c'est une soute suspendue parce qu'en fait, elle est accrochée par l'intérieur de la cabine. Donc là, il est hors de question de transporter des passagers. Parce que vous avez toute une tringlerie à l'intérieur du fuselage qui est en fait le maintien de la soute. Et ça marche très bien parce que c'est des grandes portes constant flow et l'avion donne relativement satisfaction. Il est en service chez Conner et chez Aerofleet aux États-Unis, filiale de Conner. Et puis ces avions-là ont des contrats en Australie l'hiver. Donc c'est des avions qui tournent pas mal. Et cette photo-là est très amusante. Vous avez un BAE 146 et je ne sais pas si vous reconnaissez les avions qui sont là, mais c'est Milan 74 et Milan 73. Il y a eu un BAE un RJ85 de chez Conner à Marignane en 2017, il me semble, qui était venu pour éventuellement en renfort et qui n'a jamais eu le moindre contrat, qui n'a pas bougé de Marignane pendant le mois où il a été présent en France. Quand on en avait discuté avec les responsables de Conner, ils nous avaient répondu que si, que l'expérience avait été intéressante pour eux. Mais l'avion était présent, il y a eu des feux même autour de Marseille, mais l'avion n'a pas bougé. Mais c'est des avions qui depuis ont des contrats, on les a vus au Chili, on les a vus en Australie, on les voit en Californie, on les voit au Canada. Donc c'est des avions qui tournent bien. La solution technique a été choisie de la soute externe. Est une bonne solution. Ça prouve qu'on peut éventuellement, sur certains avions, passer à la soute externe, qui simplifie énormément les choses. Quand on le regarde de face, on voit bien que la forme du fuselage fait que bah, la charge, elle va partir à droite et à gauche. Donc vous en faites deux réservoirs finalement, avec les trappes qui sont là. On en voit une qui est à moitié ouverte. Et ça marche très bien. C'est une soute un petit peu plus complexe, ce qui traîne un peu plus. Donc on ne va pas avoir la même vitesse de croisière. Ceci dit, ça joue sur quelques nœuds. Si vous perdez 10 nœuds sur un avion comme ça, bon, c'est vrai que vous augmentez aussi la consommation de carburant, donc la longe. Mais sur des avions qui volent peu, c'est pas aussi pénalisant que si c'était des avions à vocation commerciale.
Donc voilà le BE 146, ça c'est une photo que j'ai faite. Alors les deux photos que je vous montre là, elles sont faites par Alexandre Dubat, hein, que je remercie à nouveau, parce qu'il fait des photos magnifiques. Et puis pareil, Alex, merci pour les infos. Et ça c'est une photo que j'ai faite à Foxfield dans le sud de la Californie, un jour où les équipages de Convair d'Aerofleet étaient à l'entraînement en préparation de saison. Et bah, c'est pas parce qu'ils s'entraînent que les Cessna 150 sont pas, continuent à voler de ci de là. La photo était assez marrante. Et ce qu'on remarque aussi derrière, c'est typique de la Californie, c'est que toutes les collines sont recouvertes d'éoliennes. C'est un truc assez hallucinant. Donc pour en revenir aux avions de Neptune, BAE 146, ça c'est le premier largage d'un BAE 146 modifié pour Neptune, et là aussi leur partenaire était Tronos. Airspray est son propre partenaire, Convair est son propre partenaire, par contre Neptune, son partenaire à l'époque c'est Tronos, tout comme Aerotech sera son partenaire pour le projet A319. Ça, c'est le premier largage, donc c'est 2011. L'avion n'est pas encore peint, hein, on voit qu'il est passé à l'après. C'est un ancien avion de chez United, hein, on voit encore les couleurs, enfin, d'un des feeders de United. Et c'est le système de largage initial, donc avec des buses juste en arrière du train d'atterrissage. On a vu que depuis, ils ont rajouté des buses à l'avant pour équilibrer le largage. Bah, voilà une photo qui vous montre effectivement le système de largage. Donc vous avez 3 buses à l'arrière et 2 buses à l'avant. Voilà, ça c'est le système final en service sur les BAE 146 de Neptune, qui sont, alors il y en a une dizaine qui ont été modifiés depuis. Qu'on voit là en action avec les aérofreins ouverts au moment du largage, et assez spectaculaire, très jolie photo celle-ci. Et voilà, là on voit bien le largage par les 2 buses simultanément. Alors ça c'est un largage de démonstration à Missoula, hein, pour être précis. Puisqu'on est là-dedans, on va se montrer quelques vidéos sympas. C'est une scène d'un largage. Alors, c'est ça qui est amusant aussi. On voit que c'est au milieu des montagnes de Californie. Vous avez le lead plane qui vient de faire un petit signal de fumée et le BAE 146 qui largue. Alors, c'est un largage de fin de journée. Vous avez vu le feu qui est un peu loin. Il largue pas spécialement directement sur les flammes. Il est en train de créer une barrière. Alors, je me demande s'ils vont pas se servir de la barrière comme d'un point d'appui pour un contre-feu. Parce que souvent, quand on voit des largages comme ça, on se dit « Oh, ça passera jamais, ils larguent à côté des feux, ils savent pas faire. » Non, non, ils sont en train de faire une barrière, et peut-être que cette barrière, elle servira pour faire ce qu'on appelle un brûlage dirigé. Trop gros, trop lourd, un avion de ligne dans la montagne, ça passera pas. C'est exactement ce que montre cette vidéo. Et on allait même avec des DC-10, avec des 747 et avec des avions encore plus lourds. Moi, quand on a commencé à me parler des BAE 146 bombardiers d'eau, donc c'est vers 2003-2004, j'y croyais pas trop, parce qu'effectivement, c'est des jets. La remise des gaz n'est pas aussi franche que sur des avions en moteur à piston ou des turbopropulseurs. Et bien finalement, l'avion, que ce soit avec les RJ85 donc de chez Convair ou les 146 de chez Neptune, à chaque fois c'est une dizaine d'exemplaires. C'est une vingtaine d'avions qui sont en service à droite et à gauche, qui servent aussi bien dans la cordillère des Andes que dans les montagnes près de l'Alberta ou en Australie, où il peut y avoir un petit peu de relief. C'est effectivement une preuve que ces avions-là avaient leur place dans le dispositif et ça marche bien. Sauf que, voilà, ces avions qui vont avoir 40 ans pour les plus anciens, donc Neptune se pose la question, est-ce que c'est pas le moment de les remplacer? Surtout que le BAE 146, il a un certain nombre de défauts, et je vais terminer là-dessus. Mais avant, je vais vous montrer cette vidéo qui va faire rêver un peu. Donc, je pense que c'est dans un RJ85 de chez Convair. C'est une passe de largage en fin de journée, en toute fin de journée. Voilà ce que ça donne quand on est dans un de ces jets. Et qu'on va attaquer un feu. Et là, on va placer la barrière de retardant au plus près des flammes. C'est vraiment un largage à proximité immédiate du feu. Travail simple. Ce qui m'indique que c'est peut-être un RJ85, c'est les instruments numériques. Il me semble que les instruments des 146 de Neptune sont encore analogiques. Et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles ils veulent se débarrasser des avions, parce que faire un rétrofit, ce serait peut-être un petit peu onéreux. Non, le principal problème du 146, et il suffit de regarder les photos pour comprendre, par rapport à un Airbus comme la 319, c'est qu'il y a 4 réacteurs.
4 réacteurs, c'est 2 fois plus de maintenance que l'Airbus A319. C'est un avion qui est vieillissant, c'est un avion qui est en train de disparaître des compagnies régulières, enfin, qui est même disparu des compagnies régulières. Même les compagnies cargo sont en train de passer à autre chose. Et puis, il y a des petits défauts. Alors, celui-là, il n'était pas évident, mais ça, merci Jérôme de m'en avoir parlé. Mais c'est par exemple, c'est un avion qui était autorisé à se poser, par exemple, à London City, qui est une piste courte, en plus avec une pente assez prononcée à l'atterrissage. L'avion était autorisé à se poser en pleine ville. Pourquoi? Parce qu'il avait 4 réacteurs. Ok, d'accord. Parce qu'il se posait court. Ok, très bien. Mais surtout, il se posait court sans avoir besoin de reverse. Parce que quand on met une reverse, ça fait du bruit. Parce que là, vous mettez les réacteurs plein gaz. Or, les BAE 146 n'ont pas de reverse. Ils se posent relativement lent. Ils ont un système de freinage qui est très puissant. Donc ça freine très court. Sauf que sur les pistes de Californie, en plein été, au mois d'août, les pistes sont chaudes, parfois en altitude. Et comme l'environnement est très très chaud, les freins mettent du temps à descendre en température. Et donc c'est des avions, en fait, vous vous posez sur un aérodrome, quelquefois le temps de remplissage de la soute, 12 000 litres, n'est pas suffisant pour laisser retomber la température des freins. Et sans frein, avec des freins trop chauds, vous n'avez pas le droit de décoller, parce que s'il y a un problème, vous devez faire une accélération arrêt, et à ce moment-là, vous êtes en danger. Donc, le BE 146 a ce petit défaut-là, de ne pas avoir de reverse. Effectivement, il pose court, mais il pose court, il lui faut un temps. Alors évidemment, quand vous êtes en avion de ligne sur ces avions-là, le temps de remplissage des passagers, le temps d'une rotation, c'est une demi-heure. Les freins ont le temps de retomber en température, surtout en Angleterre. En milieu de la Californie, au mois d'août, remplissage c'est 10 minutes. Les 10 minutes ne suffisent pas pour que les freins redescendent. Donc l'avion reste tanké en attendant que la température des freins redescende. Ça fait partie des défauts. Il y a l'avionique analogique qui est très, très chère à remplacer, à réparer. Les pièces détachées sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc, Neptune Aviation fait le choix de faire une transition radicale vers un avion très sensiblement plus moderne, avec une capacité accrue, parce que là on passe de 3000 gallons à 4500, donc là il y a quand même une différence de quasiment 5000 litres, plus de 5000 litres de différence entre les deux, donc c'est vraiment, vous avez un avion de plus quelque part, et donc pour les opérateurs comme le Forest Service ou la Californie, ça c'est un point qui peut être très intéressant, et puis il va falloir voir le coût d'opération. L'Airbus A319, c'est sans doute pas un avion extrêmement cher à faire voler. Donc, c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre. Et surtout, c'est la première fois qu'un Airbus va être utilisé sur feu de forêt réellement. Je ne parle pas de la 400M, on ne tire pas sur les ambulances. Avec un vrai système, et c'est ça qui va être intéressant, ça va être de voir quel système ils vont mettre à bord et quelle efficacité ils vont avoir sur les largages. Airbus n'est pas impliqué pour une raison toute simple, ça ne les concerne pas, c'est un STC, c'est 2 autres entreprises, eux ils fournissent des avions, ils fourniront les pièces détachées, c'est des avions d'occasion, ils s'en occupent pas. C'était pas vu d'un très très bon oeil de la part d'Airbus, parce que évidemment le métier de bombardier d'eau fait qu'il y a des accidents, et un jour on est toujours au risque d'avoir un jour un Airbus se crash, et même si c'est pas un avion commercial, le nom Airbus va passer. Alors il y a eu un Boeing 737 qui est parti au tas. Ça a sans doute pas dû faire plaisir à Boeing. L'équipage s'en est sorti heureusement. Donc, ça n'a pas fait des gros titres autant que les MAX. Mais pour Airbus, c'est un sujet sensible. Mais malgré tout, c'est une mission qui vient en plus du reste et une utilisation intéressante des aéronefs. Donc, bientôt des A319 feu de forêt. 2027, c'est demain, ça va vite arriver. Alors, il n'est pas totalement représentatif, ceci dit, comme disait l'autre, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité. Les BAE 146 ne sont pas tous retirés. Le FAAM vient de faire une mise à jour à mi-vie du sien. Oui, il y a encore pas mal d'opérateurs, puis tant qu'il y aura des avions bombardiers d'eau, il y aura aussi la possibilité d'avoir d'autres opérateurs, mais c'est un avion qui est quand même de plus en plus rare. Moi, je me souviens en 2005 d'avoir fait un Orly ou Roissy, je ne sais plus, Paris-Birmingham, avec CityJet, c'était un 146. Aujourd'hui, ces vols-là, c'est de la 320, c'est de l'Embraer.
Avec l'Airbus A319, ce sera aussi un avion à commande de vol électrique qui va rentrer en mission basse hauteur. Donc on connaît toutes les sécurisations qu'il y a sur les Airbus. J'imagine que plein volet, 130 nœuds, train rentré, ça va gueuler partout dans le cockpit. Il y aura peut-être des adaptations pour certaines alarmes. Le Ground Proximity Warning System, il va gueuler aussi, donc ça va gueuler de partout. Je pense que les inhibiteurs, il va falloir en mettre plein, parce que sinon ce sera intenable pour l'équipage. Mais en termes de protection de domaine de vol, alors c'est vrai que sur les A300, je crois qu'on ne peut pas faire d'inclinaison de plus 60 degrés, mais il me semble qu'aux États-Unis, les pilotes de tanker ne font pas de grosses inclinaisons non plus. Donc c'est jouable. Et il faut faire confiance à Neptune, qui est une société qui a quand même une expérience dans le domaine qui est plus que notable, pour ne pas avoir fait un mauvais choix. Et que Neptune Aviation choisisse un Airbus, c'est aussi plutôt qu'un Boeing 737 par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez fort. En plus, il y a une boîte française qui est impliquée dans l'histoire, donc c'est vraiment quelque chose de très très fort qui est en train de se passer. Vraiment. Affaire à suivre, et ça, comptez sur moi pour les suivre de très très près. Alors, ça fait partie des choses dont on parlera peut-être avec Jérôme. Alors, comme je vous l'ai dit et je vous le confirme, que Jérôme, ce sera vendredi 20, prise d'antenne à 18h. On rendra l'antenne quand on aura fait le tour des questions qu'on aura envie d'évoquer. Je continue à en recevoir, pas beaucoup là cette semaine, mais j'en ai reçu des sympas, donc allez-y. Je pense que ces histoires d'innovation, d'évolution vers les nouveaux avions, c'est un sujet qu'on pourra aborder avec lui. Donc n'oubliez pas, rendez-vous donc vendredi 20 pour un lâcher solo avec instructeur spécial Jérôme en direct de mon salon. En attendant, on va avoir plein de rendez-vous. Alors j'ai plein d'annonces à faire sur les prochaines émissions de Jumpseat. Alors on s'accroche et vous notez bien parce que là vous allez avoir du très très lourd. Vendredi 13, il y aura un lâcher solo. Alors comme d'hab, je ne sais pas trop de quoi on va parler puisque c'est quand même lié à l'actu. Mais le matin même, je serai présent au musée de l'air et de l'espace pour l'inauguration de la nouvelle exposition temporaire Flight autour du vol. Donc il y a une visite presse vendredi matin à laquelle je suis invité, donc j'irai très volontiers et je pense que je ferai un retour sur l'exposition donc dès l'après-midi, mais je pense qu'il n'y aura pas que ça. Surtout, je verrai avec les éléments que j'aurais pu ramener, puis la thématique. Alors je sais qu'il y a des photos de Rémi Michelin qui seront exposées au musée de l'air à cette occasion-là, et ça tombe bien parce que lundi 16, émission exceptionnelle en direct du FANA. Autour de la photo aéro, des photographes aéros, je recevrai donc Rémi Michelin à l'occasion de la parution de son livre Carlingue et qu'il aura sur le plateau, il nous le montrera. En présence aussi de Xavier Méal, photographe aéronautique de renom, rédacteur en chef adjoint du FANA de l'aviation. Donc ça, lundi 16 à midi, on prend l'antenne pour un Jumpseat lâché solo un peu spécial. On va parler technique, sécurité, matos, organisation des vols. Et puis, je leur ai demandé de mettre un certain nombre de préparer un certain nombre de photos dont ils ont envie de nous raconter l'histoire pour nous dire, voilà, quand on fait des photos aéro, notamment du air-to-air, donc il n'y aura pas forcément du 600 mm, mais il y en aura un peu chez Rémi. Chez Xavier, ce sera plutôt de la courte focale. On va parler sécurité, organisation des vols photos, travail avec l'éditeur, travail avec les armées ou avec les donneurs d'ordre, des anecdotes, marrantes ou pas. Tous les deux en ont des marrantes et des pas marrantes, malheureusement. On va surtout parler sécurité aussi et organisation, et puis matos, voilà. Donc on va faire je pense que l'émission va bien durer 2 heures, mais c'est deux personnes qui ont des choses à dire. Rémi, il a 30 ans de carrière, comme photographe au moins. Xavier, c'est à peu près pareil. Et tous les deux ont des photos absolument hallucinantes à leur palmarès, donc... Alors Rémi, sécurité, anecdote, j'ai bien sujet, mais je pense qu'il ne voudra pas. Ça fait partie des choses que je discute avec lui. Il lui est arrivé un gros problème en séance photo. Est-ce qu'il acceptera d'en parler ou pas? Ça, je suis en train de voir avec lui. J'essaye de le tanner pour qu'il nous montre la fameuse photo, parce que je la connais, elle est sympa. Puis l'histoire, c'est plutôt bien fini pour lui finalement. Donc, mais bon, c'est pas sûr qu'il puisse en parler. Ceci dit, c'est pas la seule avanie qu'il a eue. Il m'en a parlé d'une un peu plus récente, un peu moins grave, mais
tout aussi intéressante à raconter parce que ces gens-là vont à des endroits où tout le monde n'a pas le droit d'aller, rencontrent des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des photographes. Ça peut donner des fois des situations un petit peu marrantes. Il faut bien se rendre compte que quand on fait des photos en tant que spotter au bord de la piste, quand on y va pour amener des images dans le cadre d'un livre qu'on est en train de faire et avec des délais serrés, des fois il se passe des trucs. Et c'est vraiment ça qu'ils vont nous raconter. Et puis après, on va parler technique, hein, ouverture, vitesse, focale, boîtier. Est-ce qu'il faut mieux travailler qu'un réflexe à l'ancienne ou alors qu'est-ce que donnent les hybrides, les nouveaux appareils photo sur ce genre de manip? Moi, je suis en plein dans cette réflexion-là. Donc en plus, c'est moi. Alors là, il faut être très clair. Je fais de la photo aéro. De temps en temps pour des missions professionnelles, je suis en plein questionnement sur l'emplacement de mon Nikon, donc je suis bien content d'avoir les deux et d'avoir leurs avis. Alors ça, ce sera lundi 16. Mardi 17, Gilles Roy recevra Aline Decady pour parler d'Ariane 6, donc en direct de nos studios. Alors l'émission sera sans doute tournée à Lyon, dans nos studios habituels. Et donc ce sera Gilles Roy qui recevra Aline Decady, qui est très impliquée dans le programme Ariane 6, donc on va parler fusée. Mercredi 18, ça s'accroche, hein. Frédéric Lert sera en direct de l'Aéroclub de France avec nos amis de Ground Frequency et aura sur le plateau quelqu'un qui viendra nous parler de la patrouille de France et de l'avenir de l'Alpha Jet. Avion qu'on aime tous. Et Frédéric Lert au micro, c'est prometteur. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas l'émission photo mercredi ou mardi, parce que mardi, Rémi a un empêchement, et mercredi, parce que le studio est pris, donc il a fallu se débrouiller autrement. On fera ça lundi. Et donc jeudi, il y a Ground Frequency, et vendredi, 20, il y aura le lâcher solo avec Jérôme, si tout va bien. Après, ce sera les vacances, et on va essayer de se reposer un peu. Voilà, et écoutez, vous savez tout. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end à tous. Merci d'avoir suivi l'émission. Ceux qui ont envie de causer Pentax, on vous attend sur le chat donc lundi 16, parce que je crois que Xavier est canoniste et Rémi est nikoniste repassé chez Canon. Enfin, il était Canon, il a fait une dizaine d'années sur Nikon et est en train de retourner chez Canon. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'ils pensent de Pentax. À bientôt et merci de votre fidélité à l'émission. Bon week-end.